Bonjour et bienvenue dans Africafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'implication des citoyens dans les processus de paix et de sécurité au Sahel. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette question. L'inclusion des communautés dans la gestion de crise est une contribution essentielle à la paix et à la stabilité. Cette implication des populations locales fait disparaître l'une des plus grandes sources des griefs qui contribuent au conflit, à savoir le sentiment d'exclusion. Au Sahel, les organisations extrémistes violentes ont étendu leur influence, leurs ambitions, leur capacité de nuisance ainsi que leur portée géographique, prolongeant un arc d'instabilité à travers une zone d'intérêt stratégique pour les pays d'Afrique de l'Ouest et posant des défis sérieux au gouvernement dans la gestion de leur sécurité. Ces organisations terroristes recrutent parmi les populations locales et tendent à exacerber les tensions communautaires. Dans ce contexte fragile tel que celui du Sahel, il est donc essentiel d'adopter une approche proactive et stratégique destinée à mettre en place des interventions bien conçues permettant d'instaurer la paix en remédiant aux causes profondes de la vulnérabilité, à savoir le manque d'opportunités d'emploi, le changement climatique et son impact sur l'agriculture, le manque de services publics de qualité. Bonjour Monsieur Yabi, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cet épisode d'Africafé. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la question de la paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, mais sous l'angle de la participation citoyenne et du rôle des populations civiles et de la société civile dans le règlement des conflits. Aujourd'hui, il y a un contexte particulier en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et au Burkina Faso, où il y a une forte instabilité politique. Nous, en tant qu'observateurs externes, on voit souvent les armées mises en avant et les gouvernements comme principales institutions acteurs pour la résolution du conflit. Moi, je veux vous poser cette question, vu votre expertise. Quel rôle peut jouer la société civile et même les populations, les citoyens, dans ces questions de résolution de conflits et de stabilisation des pays en Afrique de l'Ouest? D'abord, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir d'être à Rabat et au Policy Center for the New South. Je crois qu'il faut rappeler qu'on est déjà à 10 ans de crise grave dans le Sahel, qui a commencé notamment par le Mali. 2022, c'était justement déjà une décennie donc, de cette crise. Et on a observé assez rapidement une extension géographique de ce conflit, qui était dès le départ complexe, puisqu'il y avait différents acteurs. On a vu une extension progressive du nord du Mali vers le centre du Mali, ensuite du centre du Mali vers les frontières avec le Niger, avec le Burkina Faso. Et au cours des dernières années, une préoccupation croissante aussi pour les pays dits côtiers d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo. Donc on voit bien qu'en réalité, lorsqu'on parle aujourd'hui de la crise au Sahel, il faut parler d'une crise beaucoup plus large qui concerne l'ensemble de la région ouest africaine. Et je crois qu'il faut aussi dire qu'on n'a jamais eu autant de victimes civiles de la violence de nature politique qu'au cours de ces 5 dernières années dans la région. Donc on n'a pas réussi à stabiliser le Mali. Le Burkina Faso se retrouve dans une situation extrêmement compliquée avec près de 2 millions de déplacés. En quelques années, on a vu une situation se détériorer de manière extrêmement brutale. Et donc, je dirais que la première réponse que je ferais faire, c'est de la légitimité des citoyens, de tous les citoyens de ces pays, de cette région, en fait, d'abord à s'intéresser à la situation sécuritaire et à la situation politique, et leur légitimité à participer à la recherche de solutions. Parce qu'au fond, ce sont les victimes, les principales victimes, ce sont les populations civiles de la région. Il y a bien sûr, les militaires ont payé un prix très élevé au Mali comme au Burkina et dans tous les pays aussi à la lutte contre ces groupes armés. Mais les civils à nouveau payent un prix au quotidien qui est extrêmement élevé, à la fois de la violence physique, mais aussi de ce que ça implique en termes de destruction de l'économie, des économies locales. De déplacement de population. Déplacement de population, incapacité des populations dépendant essentiellement des activités agricoles et de l'élevage de pouvoir continuer simplement donc, leurs activités économiques. Donc on a, et j'ajouterais l'éducation parce que pour moi c'est un élément absolument essentiel. On a aussi des milliers d'écoles qui sont fermées. Donc on parle vraiment d'une région où on a une situation qui s'est beaucoup dégradée et qui appelle, je pense, à la recherche de réponses collectives et évidemment des acteurs importants, c'est la société civile. Et j'ai tendance à chaque fois à rappeler que la société civile, ce ne sont pas seulement les organisations
de la société civile qui sont structurés. Ce sont les citoyens qui composent en fait la société civile. D'accord, donc en fait, cette menace au Sahel, elle est globale, c'est pas que le Mali et le Burkina Faso. Il y a même ce phénomène que vous décrivez qu'on appelle la littoralisation de la menace terroriste dans le Sahel, qui va vers des pays qui sont perçus comme traditionnellement stables, comme par exemple le Togo ou la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, cette menace terroriste et sécuritaire, elle est dans l'ensemble du territoire du Sahel. Et il faut rappeler, et il faut toujours le rappeler, ce sont les citoyens, les premières victimes de cette menace sécuritaire, que ça soit, elles payent cette menace et cette instabilité de leur vie, mais aussi la destruction de leurs habitats, de leurs économies, la fermeture d'écoles et une forme de perte d'espoir qui est extrêmement nocif pour l'avenir des pays au Sahel. Donc vous avez parlé aussi de cette question de légitimité et de dire déjà avant de dire quel est le rôle, c'est les citoyens sont légitimes à s'impliquer dans les questions de sécurité, de paix et de sécurité de leurs États respectifs. Souvent, on a du mal à savoir comment. Bon, il y a bien sûr le processus électoral, mais il y a dans le day-to-day et dans toute l'année ou dans un contexte de crise, comment on peut faire pour impliquer ces citoyens. Quel type de mécanisme on peut mobiliser, quels sont les espaces idoines pour créer cette plus forte implication des citoyens et de la société civile dans ces questions de résolution de conflits. Oui, alors peut-être avant de répondre à la question, il me semble important aussi de préciser qu'il ne faut pas avoir une vision exclusivement, liée au terrorisme lorsqu'on regarde la situation d'insécurité de la région. On a, même en rappelant le début de la crise au Mali, ça a commencé par une rébellion qui était plutôt séparatiste touareg, avant qu'on ait des groupes autoproclamés djihadistes qui se sont installés. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, on a une très grande complexité dans la crise parce qu'on a dans les acteurs de la violence, on a les groupes terroristes, mais on n'a pas que les groupes terroristes, on a des milices d'autodéfense communautaire. Et on a bien sûr aussi, malheureusement, des forces armées des pays qui parfois commettent également des violations des droits de l'homme justement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc c'est important d'avoir l'ensemble de ces formes de violence. Et le fait que lorsqu'on ne répond pas vite à une situation comme celle-là, en fait, elle se complexifie, les acteurs se multiplient et ça devient de plus en plus difficile en fait de savoir sur quoi jouer pour arriver à une résolution du conflit. Et je crois que sur le rôle de la société civile, pour simplifier, je pense qu'il y a vraiment deux rôles. Le premier, c'est la légitimité, là encore, de la société civile à agir directement. C'est-à-dire, lorsqu'on a des situations qui sont aussi des situations humanitaires graves, la société s'organise elle-même. En réalité, dans beaucoup de régions aujourd'hui dans le Sahel, les sociétés, les citoyens sont un peu laissés à eux-mêmes et donc s'organisent et les organisations, justement, de la société civile jouent un rôle très important pour assurer le minimum dans ces conditions extrêmement difficiles, pour s'assurer, par exemple, qu'il y a une forme de continuité de l'éducation ou d'un certain nombre de services, puisque les États ne sont plus présents, ils ne sont pas en capacité de délivrer ces services. Et en même temps, lorsque j'évoquais le fait qu'on ait aussi des violences ou des groupes d'autodéfense, c'est-à-dire qu'on a une menace aussi sur la cohésion sociale, sur la coexistence de communautés ethno-culturelles différentes, mais qui vivaient en symbiose depuis des décennies. Donc, c'est un rôle extrêmement important pour la société civile de maintenir la cohésion et de s'assurer que l'insécurité ne détruise pas aussi les fondements finalement de ce vivre ensemble. Le deuxième rôle que je vois au niveau de la société civile, et parlant au nom d'un think tank citoyen, évidemment ce ne serait pas étonnant, c'est le fait que pour moi, il y a quand même des institutions politiques qui doivent évoluer. On doit faire évoluer nos institutions politiques dans la région de manière à ce que justement on mette plus l'accent, ou en tout cas autant l'accent sur la participation des citoyens à la gouvernance que leur participation au choix des gouvernants à travers les élections. Je crois qu'on a mis beaucoup l'accent depuis quelques décennies sur la démocratisation à travers les élections. Et je crois que ce qu'on voit dans la région ouest africaine nous montre que la démocratie doit être aussi un outil pour améliorer la gouvernance au quotidien, pour améliorer la sécurité. Et je crois que sur ce terrain-là, on a besoin d'idées nouvelles. Et c'est pour ça que la société civile doit aussi jouer un rôle de proposition. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire à Wati en créant un espace de débat sur toutes les questions qui nous semblent être cruciales pour l'avenir de la région.
Bien sûr. Non, c'est bien toujours de faire ces rappels-là et de comprendre qu'en Afrique de l'Ouest, les choses, c'est pas manichéen. Il ne faut pas avoir des compréhensions simplistes de la situation en disant il y a des gouvernements et des terroristes et les terroristes sont les méchants et les gouvernements défendent. C'est beaucoup plus complexe. La scène des relations internationales est très complexe. Il y a les milices d'autodéfense. Au Mali, on a vu les milices Dogon, les milices Peul. On voit aussi ça qui commence à... On voit ce phénomène qui commence à s'élargir dans d'autres pays, malheureusement. Il y a aussi la question du contrôle des forces armées de ces pays-là par rapport aux exactions qu'ils peuvent commettre. Donc c'est bien de dire que le paysage sécuritaire, il est complexe et la manifestation de la violence en Afrique de l'Ouest n'est pas exclusive à un seul type d'acteur. Et c'est à partir de cette compréhension-là qu'on peut vraiment comprendre les enjeux de paix et de sécurité et après, par la suite, comprendre comment impliquer les citoyens et comment aller de l'avant. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, en fait, vous dites qu'il y a un processus d'élection, mais parfois il est découplé de l'activité des citoyens et du militantisme que devraient avoir des citoyens qui est un peu l'amont des élections. C'est-à-dire les citoyens sont militants toute l'année, ils travaillent, ils défendent leurs idées, il y a des initiatives, ils défendent certaines politiques publiques, certaines orientations et les élections arrivent pour, disons, concrétiser telle ou telle orientation. Exactement. Là où on voit souvent dans ces démocraties-là qui sont nouvelles, c'est un moment politique qui est découplé, qui est coupé un peu de la temporalité et de la réalité des États du Sahel. Et justement, quand je vous ai posé la question des mécanismes, vous dites, par exemple, ce genre de think tank comme le vôtre, Wati, qui fait un travail remarquable dans la région, ou des think tanks en général dans la région du Sahel ou au Maghreb, sont peut-être des plateformes et des espaces pour pouvoir impliquer les citoyens et faire le lien entre le monde citoyen et le monde de la décision. Je pense qu'une partie de la réponse, c'est ça, c'est qu'on peut être ces centres de recherche comme le vôtre ou comme le nôtre peuvent être des plateformes pour faire le lien entre l'opinion publique et le monde de la décision. Mais moi, j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous voyez d'autres mécanismes? Est-ce que par exemple, organiser des débats citoyens ou organiser, comme on l'a vu en France, des grenelles sur des sujets, est-ce que c'est des mécanismes qui marcheraient en Afrique de l'Ouest? Par exemple, au Mali, de faire un débat national et d'impliquer l'ensemble des citoyens pour discuter de la situation sécuritaire. Est-ce que c'est une tradition qui peut concorder avec la société malienne ou la société ouest-africaine? Oui, il y a beaucoup de questions, de sous-questions très intéressantes dans ce que vous dites. Je crois que oui, alors les débats, l'implication des citoyens, c'est absolument fondamental. Mais je crois que il ne faut pas penser que les détails, la manière dont on organise cette participation, au fond, que c'est accessoire. Ce qui est très important, c'est aussi d'avoir du débat informé. Oui, et du débat informé, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en particulier, lorsqu'on intègre dans la réflexion les réseaux sociaux, en réalité, les citoyens généralement peuvent s'exprimer directement sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'ils veulent, y compris sur la situation politique et sécuritaire. Mais on voit bien que cela ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de la situation. Et on voit bien d'ailleurs aussi qu'il y a des risques en réalité importants de désinformation, où finalement on va avoir sur une question sécuritaire, toutes les opinions quasiment qui se valent, alors qu'il y a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds, par exemple, dans un pays du Sahel, mais qui vont formuler une opinion, qui vont pouvoir être écoutées par des milliers de personnes, voire davantage. Donc c'est justement dans cet environnement-là, je crois que le rôle des think tanks en particulier est extrêmement important, pour qu'on n'ait pas simplement de la discussion, qu'on n'ait pas simplement des opinions, mais qu'on ait aussi des faits et des analyses et des perspectives différentes, sérieuses sur ces situations. Donc, ce n'est pas la même chose à nouveau d'avoir du débat que d'avoir du débat public informé, structuré. Ce qui est un peu ce qu'on essaie de faire à Wati, c'est mettre des questions en débat et faire en sorte qu'il y ait un véhicule d'information, de dissémination des connaissances. Parce que les citoyens, pour qu'ils puissent s'impliquer efficacement et que ça puisse produire des résultats, il faut aussi qu'ils soient informés et outillés.
Il ne suffit pas juste de les faire participer. Donc ça me semble être important. L'autre élément, parce que lorsqu'on parle de la situation sécuritaire dans la région, on doit aussi parler, au fond, d'un des produits de cette situation sécuritaire, qui est aussi l'instabilité politique. Oui. On est dans une région où il y a eu plusieurs coups d'État, où on a aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, qui sont dirigés par des régimes militaires, des transitions militaires, avec bien sûr d'autres civils également. Qui ont saisi le pouvoir par coup d'État. Par coup d'État, très, très, très clairement. Donc, aujourd'hui, la complexité, c'est de gérer à la fois la résolution des conflits sécuritaires, mais aussi de travailler à un retour à une forme de normalité sur le plan politique. Et on pouvait espérer que ces transitions soient l'occasion justement de réfléchir à des manières d'améliorer les processus démocratiques pour y intégrer davantage de participation. Oui. Malheureusement, je ne vois pas pour l'instant beaucoup d'innovation dans ce qui est proposé dans les pays en transition dans la région. Ouais. Effectivement, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, c'est cette question de format et de fond. C'est-à-dire, c'est bien d'impliquer les citoyens, il faut les impliquer, mais il faut créer, des plateformes, c'est-à-dire des centres de recherche, des plateformes qui peuvent créer des espaces qui soient sécurisés et conformes au débat. Et deuxièmement, il faut que le citoyen et les citoyens soient informés. C'est-à-dire qu'il y ait une forme de conscience politique ou de conscientisation politique des citoyens afin qu'ils puissent être utiles au débat et qu'on puisse tous avancer. Et vous parlez aussi de la question de la désinformation, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que parfois on n'est pas dans des débats, on est dans des cacophonies et on est dans des polarisations politiques où certains acteurs vont profiter de cette polarisation, ils vont attiser cette polarisation, jeter un petit peu de l'huile sur le feu, là où on a besoin de plateformes de consensus, de plateformes de débat. Et c'est là où la question des formats et de l'éducation de l'opinion publique à travers la diffusion de bonnes informations et de faits est extrêmement importante. Ça, c'est la première partie de votre intervention que j'ai trouvée vraiment intéressante. Mais pour aller dans l'analyse, il y a aussi la question de l'état de droit. Vous parlez aussi on peut impliquer les citoyens tant qu'on veut. Il faut aussi qu'il y ait des institutions et des gouvernements et des instances de gouvernance qui fonctionnent et qui soient fonctionnelles et légitimes. Et pour cela, je ne sais pas encore ce que vous recommandez. C'est d'ailleurs l'objet de ma dernière question. C'est une question assez existentielle à laquelle on réfléchit tous les observateurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général, ou même des relations de la communauté internationale en général. On se pose cette question. C'est comment on peut favoriser l'établissement de l'état de droit dans ces pays-là. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Concrètement, il y a la participation citoyenne. On a parlé de ses modalités, de son contexte et de son utilité. Et je crois que c'est une des étapes clés pour favoriser l'établissement de l'état de droit en Afrique de l'Ouest, d'avoir des citoyens informés qui puissent participer au débat et participer à la prise de décision, non seulement à travers les élections, mais aussi à travers un militantisme tout au long de l'année qui soit cadré par des institutions, des associations, etc. Moi, j'aimerais que vous alliez un peu plus loin, peut-être, dans cette analyse-là. Au-delà de ça, comment on fait, vous qui êtes citoyen de ce continent, comme nous tous ici, comment on peut favoriser l'établissement de cet état de droit, concrètement? Oui, alors je crois que la question sur l'état de droit m'amène d'abord aussi à parler de la restriction justement de l'espace en fait civique dans la région, qui est une réalité. Puisqu'il s'agit d'être concret, il faut partir de la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est quand même celle d'une régression justement dans l'espace d'expression, de libre expression de la société civile et des médias dans beaucoup de pays de la région, dans le contexte sécuritaire, le contexte de la lutte contre le terrorisme. On le voit en fait partout, hors du continent aussi. Ce sont des contextes qui sont favorables finalement à un certain nombre de lois qui très vite peuvent permettre de restreindre en réalité les libertés publiques. Et c'est vraiment ce qu'on observe notamment dans ces pays qui ont connu des coups d'État où aujourd'hui il est extrêmement difficile pour des acteurs de la société civile de s'exprimer sans courir le risque de se retrouver en prison. Et très concrètement aujourd'hui, même au Niger, on a des acteurs pour une déclaration
peuvent se retrouver très vite en prison. Et ça, je trouve que c'est une menace très importante aujourd'hui, finalement, et une menace à ce qui pourrait ressembler à des acquis, justement, des 10, 15, 20 dernières années dans la région en termes de progrès de la démocratisation et de progrès de l'état de droit. Donc la première priorité, je dirais, compte tenu de ce contexte, c'est de freiner ce processus de régression justement de l'état de droit et des libertés. Si vous n'avez pas une forme de sécurité, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les citoyens puissent prendre leur place dans le débat public. S'ils ont peur de prendre la parole. Ils ont peur de prendre la parole. Aujourd'hui, même simplement de dire quelque chose de critique au Mali ou au Burkina Faso peut être perçu comme étant antipatriote et tout de suite, vous créez énormément de problèmes. Donc, je crois que c'est vraiment la première priorité, c'est de stopper ce mouvement-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de la participation citoyenne, de ce que les think tanks, de ce que d'autres organisations de la société civile peuvent faire, nous croyons profondément que le modèle politique lui-même doit évoluer et intégrer des innovations institutionnelles. Et on avait proposé à Ouati notamment qu'à côté des institutions un peu classiques, le Parlement, le pouvoir exécutif, la justice, qu'on puisse avoir, pourquoi pas, dans une forme d'innovation démocratique, une institution qui est dans la Constitution et qui est en charge, en fait, d'animer le débat public en permanence. Ce qui permettrait, en fait, d'avoir une sorte de garantie permanente du débat public. Et donc, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, parce que les citoyens peuvent militer, peuvent faire beaucoup de choses, mais je crois qu'on a des institutions politiques aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment fortes et suffisamment outillées pour gérer la complexité des défis que nous avons. Je pense que c'est une conclusion que je partage totalement. Et cette question-là de la liberté d'expression et de la sécurisation de l'espace du débat public, elle est extrêmement importante. Et je pense que c'est la corollaire essentielle de toute la discussion que nous avons eue en préalable. Il n'y a pas de débat citoyen ou d'implication de la société civile dans une société qui ne permet pas la parole libre dans un espace public. Donc il faut défendre les libertés politiques et les acquis démocratiques de ces États-là qui sont, comme on le voit, c'est un fait, en recul dans certains de ces pays-là. Et pour revenir à toute notre discussion qui était vraiment, vraiment intéressante, et je vous remercie pour tout votre apport, il y a la question du débat informé, il y a la question de... C'est une idée que j'entends pour la première fois, peut-être d'inscrire dans la Constitution une institution en charge de l'animation du débat public et de la régulation peut-être du débat public en Afrique de l'Ouest. Ça, je pense que c'est une innovation qui est vraiment à creuser et à penser. Et enfin, la question de la paix et de la sécurité, je pense, pour conclure, elle ne se fera pas sans la société civile et sans les citoyens. Absolument. Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Yabi pour ce débat et j'espère vous revoir bientôt. Merci pour l'invitation. À nouveau, toujours un plaisir d'être à Rabat. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center, policycenter.ma, et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Africa Fait.